Bien, Africa, merci. Vraiment, félicitations pour la qualité du travail que tu abats. Je ne partage pas toujours tes prises de position, mais on dit chez moi que si le pain de ton adversaire est beau, il faut le reconnaître. Tu fais un travail d'équilibre informationnel. Et ça, je suis vraiment admiratif. Ce que je veux dire, je l'ai dit hier, j'ai commencé à le dire hier sur un panel, bon, comme il n'y avait pas de contradiction, ils ont failli me couper la tête. Bon. Mais ici, je prends la parole à deux titres. D'abord parce que je connais le Sahel, c'est une zone dans laquelle j'ai vécu et je travaille. Et deuxièmement parce que je suis béninois. Donc, je vais partager avec vous rapidement moi mon analyse de la situation. Le premier constat, c'est que moi, je n'accuse pas le président du Niger. En réalité, il est dans son plein droit en tant que président de la République de s'adresser à ses troupes. Parce que le message, il était en visite dans la zone. Et il parlait à des militaires. Donc, quand on fait l'analyse, le message est adressé à ses soldats à lui. Il dit, écoutez, nous avons une menace, la menace vient du Bénin. C'est son droit. Moi, je ne vais pas chercher à dire, mais pourquoi il le dit, machin. On va faire de la dissertation pour rien. Est-ce que ce qu'il dit, il a le droit de le dire? Oui. À qui il s'adressait? Il s'adressait aux soldats à qui il donne des ordres et des orientations. Vu sous cet angle, je pense que intellectuellement, on peut être d'accord. Maintenant, quelles sont les implications que ça donne? Il faut partir des faits. Il est clair que le Bénin a commis une erreur dans la mise en œuvre des décisions de la CEDEAO. Mais moi, j'appelle ça des erreurs de bonne foi, même si ça a été la bonne foi s'est transformée en cruauté. Au départ, quand le président du Bénin disait « Ok, nous allons respecter la décision de la CEDEAO, les frontières sont fermées ». Sur le plan humanitaire, le Bénin avait l'obligation, même sur la base des tests internationaux, le Bénin avait l'obligation de laisser passer, par exemple, les médicaments. Ne pas laisser passer les médicaments, c'est grave. Très grave. Donc, maintenant, quand on parle de cette erreur, l'erreur a été commise. Mais le Bénin a fait le pas. Le Bénin a voulu renouer le dialogue. Maintenant, le Niger estime que le fait que le Bénin ait une coopération avec la France, que ça ne le rassure pas. C'est son droit. Oui, c'est son droit. Mais il ne peut pas, moi là où je ne suis pas, je ne partage pas l'analyse qui est faite. Je ne parle pas des propos de Tiani, mais je parle de l'analyse qui est faite de ces propos. Je ne suis pas d'accord qu'on dise que, ok, le Bénin a tort de collaborer avec la France. C'est trop facile de le dire. Parce que, moi je vais vous dire une chose. Moi j'étais au Mali, quand les Maliens ont décidé de se séparer des forces étrangères. Mais, pour vous dire toute la vérité, le Mali a fait près de 2 ans à préparer le départ des forces étrangères. Ce n'est pas une décision qu'on prend, on prend ça le lundi, on l'applique le mardi. Le président Goïta, je vous assure, avec son gouvernement, ils ont préparé le départ sur le plan matériel, sur le plan psychologique, sur le plan de la mobilisation de la population. Et ça, c'est l'ancien premier ministre qui faisait ce travail-là. De mobilisation du peuple malien, comment il s'appelle? Son nom est en train de m'échapper. Maintenant, il est en prison. C'est lui qui faisait la mobilisation de la population. Et c'est quand, sur le plan militaire, le Mali a estimé être capable de remplacer les forces étrangères, que le Mali a dit, ok, à partir de ce moment-là, vous pouvez partir. On connaît la suite, on ne va pas revenir sur les faits. Donc, quand on plante le décor comme ça, sur la fermeture des frontières, j'ai entendu sur BeAfrica, sur votre forum, à plusieurs reprises, les gens disent, même BeAfrica, vous-même vous le dites, que le président Talon devrait consulter le Parlement. Je pense que constitutionnellement, ce n'était pas une obligation.
au niveau de la, comment je vais dire, le Bénin n'était pas attaqué. Le Bénin n'était pas en guerre contre le Niger. Hein? Le Bénin n'avait pas déclaré la guerre contre le Niger pour qu'on dise qu'il y a une obligation de s'adresser à la nation ou bien de s'adresser au Parlement. Donc, moi, je pense que sur le plan constitutionnel, le président pouvait ordonner la fermeture des frontières. Il n'y avait pas d'erreur. Maintenant, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur le plan humanitaire, le Bénin devrait laisser passer les médicaments. La deuxième chose que je voulais dire, beaucoup ont dit que la situation s'est normalisée avec le Nigeria. Il faut aller au cas par cas. Le Niger a près de, je pense que c'est plus de 1500 km de frontière avec le Nigeria. Et quand vous prenez la géostratégie ou bien la géopolitique de la zone, il y a ce qu'on appelle les anciens royaumes, les sultans et autres, les leaders religieux, les leaders communautaires, du côté du Niger, du Nigeria, c'est beaucoup plus, c'est pas comme chez nous où le roi peut parler et, par exemple, le roi d'Abomey va parler, quelqu'un qui est originaire d'Abomey peut ne pas respecter. Ce n'est pas le cas au Nigeria. Ce n'est pas le cas. Quand le sultan d'une communauté parle, vous pouvez être ministre, vous allez respecter ça. Sinon, vous ne pouvez pas retourner dans votre village. À partir de ce moment, et c'est pourquoi le Nigeria, comprenant la situation, n'est pas allé de main forte. Il faut le reconnaître. Et il y a eu beaucoup d'acteurs qui sont intervenus à la fois du Nigeria et du Niger pour dire que on peut avoir des problèmes avec tout le monde, mais pas avec le Nigeria. Mais au Bénin, où sont nos leaders? Où sont les leaders religieux? Où sont les grands imams, les grandes communautés de notre pays? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Les royautés. Ils sont où? Moi, je peux vous sortir, vous allez sur YouTube, vous allez voir des milliers de vidéos de rencontres entre les autorités religieuses du Niger et les autorités religieuses du Nigeria, en dehors de tout contrôle politique. Les anciens présidents du Nigeria, ils sont même, le Nigeria a même fait ressortir le vieux là, son nom m'échappe, l'un des plus anciens qui est encore vivant, ancien président du Nigeria, qui est allé voir le président Tiani. Et les sultans se sont réunis, il y a eu plusieurs réunions, jusqu'à ce que la situation a commencé par se normaliser. C'est pour vous dire quoi. Moi, je pense que la solution est au-delà du politique. Les politiques ont échoué. Il faut que nos leaders communautaires, nos leaders religieux, il y a beaucoup de politiciens béninois qui sont de Malanville. J'ai vu l'ancien député, ou bien je ne sais pas s'il est toujours député, celui de Malanville, là, qui est allé au Niger pour dire que le Bénin a commis une erreur d'avoir fermé les frontières. Ok, tout ça là s'est passé. Asseyons-nous. Le président Nicéphore Soglo est parti avec le président Yaïboni. Bon, quelqu'un disait tout à l'heure pourquoi, quand ils sont revenus, ils n'ont pas dit. Je vais vous dire, en diplomatie, ce qui est dit publiquement, peut-être que c'est après 10 rencontres secrètes qu'on vient dire, c'est quand on s'entend, c'est quand on a fini de s'entendre bien. Bon, en tout cas, la communication en diplomatie, elle est très délicate. Donc les anciens présidents, je suis totalement d'accord avec eux, s'ils ne se sont pas prononcés sur le contenu de leur discussion, parce que ce sont des sages. On ne peut pas, à la va-vite, le dire. Je voulais aussi me prononcer sur le bateau, le fameux bateau amphibie. Ça rentre en ligne de compte. Je pense qu'il y a eu, même s'il n'y a pas eu un communiqué officiel de l'état-major ou bien du ministère de la Défense béninois pour nous dire qu'il y a un bateau qui se déploie dans le cadre de la coopération française. Mais quand vous allez sur Facebook, les journalistes béninois ont publié, il y a eu même, ils ont même fait une commémoration du 13 novembre. Non, pas du 13 novembre. Du 9 novembre, bien quoi là. Il y a eu même une commémoration entre l'armée béninoise et l'armée française sur le bateau. Les images ont circulé. Donc ce n'est pas quelque chose, c'est pourquoi j'ai dit que l'information que le président du Niger donne n'est pas une information secrète. Ce n'est pas une information secrète. Quand vous êtes en coopération militaire avec un pays, c'est normal que les militaires de ce pays-là se déploient dans votre pays, soit dans le cadre des exercices. La preuve, le Niger a envoyé pratiquement tout un contingent en Russie pour l'exercice Zarpa ou bien Z, là, tout récemment. Le Burkina aussi en a envoyé. Et vice-versa. Donc, moi, j'estime que non, ce n'est pas... Eux, ils ont choisi la Russie. Les autorités béninoises, qu'on soit d'accord ou pas, ont choisi la France. À l'interne, nous, on peut critiquer, il n'y a pas de souci. Mais moi, je ne peux pas permettre, en tant que Béninois, que le président Tiani, quand ça lui chante, il se lève
Et il accuse le Bénin. C'est trop facile. Pour l'instant, les autorités que nous avons au Bénin, qu'on soit d'accord avec elles, ou bien qu'on ne soit pas d'accord, elles ont fait un choix. Et le choix, il est là. Ils ont choisi de collaborer avec la France en matière militaire. Ce n'est pas seulement en matière de coopération. Nous connaissons, il y a beaucoup de nos frères qui vont au cours officier en France. Il y a beaucoup de militaires béninois qui étudient en France. Ben, il y en a plein chaque année. Donc c'est pour dire que ce n'est pas un secret de dire que le Bénin collabore avec la France. Maintenant, si le Niger conclut les pays de l'AES, et je suis totalement d'accord avec eux, je suis totalement d'accord que on ne peut pas continuer à collaborer avec la France. Il faut qu'on trouve le moyen d'être capable. Et c'est là où j'ai été d'accord avec IB, avec le président du Burkina et le président du Mali. Avant de demander aux Français de partir, ils se sont préparés. Parce que le remplacement du matériel, il faut avoir un remplacement de matériel. Et le Burkina, par exemple, achète tout le temps du matériel militaire. Et moi, je l'ai dit encore hier sur un forum. Je vous assure, si nous ne travaillons pas à avoir une armée forte, et nous sommes là à compter sur la France, la Russie, même le Niger qui parle. Si la Russie part et la Chine partent, le Niger peut tenir une semaine? Non. Ce sont les satellites russes et chinois qui donnent les renseignements au Niger en remplacement des satellites américains. Donc, la dépendance est toujours là. Est-ce que c'est la meilleure solution? Je pense qu'il faut, par exemple, un panel pour faire des propositions. Comment devons-nous faire pour que l'armée béninoise soit à la hauteur des défis du 21e siècle? Tenir une guerre. Vous êtes d'accord avec moi quand vous captez les chaînes occidentales. Le nombre de tanks, le nombre de soldats, le nombre de, je sais pas, de Kalachnikov, la capacité de l'armée à tenir pendant une semaine ou 2 semaines, c'est analysé et publié. Ce qui prépare le peuple, parce qu'une guerre ne se gagne jamais sur un terrain de bataille, sur un champ de bataille. C'est dans les têtes. Si nous ne sommes pas mentalement forts, même le voisin du Togo va nous vaincre. Même le voisin du Togo. Et je vais finir en disant le débat éternel de drapeau en benne. Vous savez, moi j'ai toujours dit une chose. Si la politique existe, c'est parce que il y a différentes idées que chaque citoyen ou bien des groupes de citoyens peuvent faire valoir. Aujourd'hui, les autorités béninoises ont fait un choix idéologique en matière de communication. Parce que la communication en temps de conflit, c'est des choix idéologiques. Même le Mali, la question que j'ai l'habitude de poser aux gens, quelle est la dernière fois où le Niger a mis son drapeau en benne suite à des attaques terroristes? Il y a longtemps. Vous prenez le Mali, la même chose. Vous prenez le Burkina. Pourtant, il y a des soldats burkinabés, maliens, nigériens qui tombent tous les jours. Mais pourquoi tous les jours ne mettent pas le drapeau en benne? Mais c'est justement parce que, à un moment donné, non, franchement, on ne va pas mettre... parce que le terrorisme, le terreau, désolé pour moi, le terreau, c'est un phénomène géopolitique. Ce sont des mercenaires à la solde d'autres puissances pour nous empêcher de vivre normalement. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Mais est-ce que doit-on mettre le drapeau en benne? Je suis d'accord que quand même il y a un massacre de plus de 50 de nos soldats, oui, le drapeau doit être en benne. Mais le gouvernement qu'on a choisi de ne pas mettre le drapeau en benne. Est-ce que c'est à cause de ça qu'on va lui couper la tête? Non. C'est un choix. Demain, ceux qu'on va élire, quand ils vont prendre le pouvoir, ils peuvent changer l'idéologie. Parce que la communication en temps de guerre répond à un choix idéologique du gouvernement que vous avez à la tête de votre pays. Pour finir, moi, je vais demander aux uns et aux autres. On ne gagnerait rien. Moi, je dis, je ne permettrai pas à un autre pays, même si les autorités qui dirigent mon pays ne sont pas les meilleures du monde, je ne permettrai pas à un autre pays de venir nous transformer en son souffre-douleur. Quand ça lui chante, c'est le Bénin. Quand ça lui chante, c'est le Bénin. Franchement. Et je demande, au-delà, les politiques ont échoué, que les leaders communautaires, les leaders religieux, parce que nous partageons avec le Niger beaucoup de similitudes dans beaucoup de domaines. Au lieu qu'on soit là
en train de dire Tiani a raison, les Français doivent partir, ceci, cela, les Russes ne doivent pas rester. Au lieu qu'on soit là, je vous assure qui sont ceux qui souffrent. Ce n'est pas vous et moi. Hein. C'est la pauvre petite dame qui doit traverser le fleuve du Niger pour aller vendre ses beignets de l'autre côté, peut-être beaucoup plus cher qu'au Bénin, et vice-versa. C'est ceux-là qui souffrent. Ce n'est pas vous et nous qui sommes capables de nous connecter, de parler sur un live. Au nom de ça, moi j'estime que les élus locaux de ces localités frontalières avec le Niger il faut qu'on commence à dialoguer à la base. Moi j'ai été très content la dernière fois quand le président burkinabé disait dans son interview qu'entre soldats le problème ne se pose pas. Les soldats béninois, le commandement militaire béninois appelle le commandement burkinabé pour dire écoutez, nous avons eu telle information, qu'est-ce qu'on fait? Et ils se coordonnent et ils s'entraident. Au moins, soyons heureux de ça. Quand moi, le président burkinabé l'a dit, j'ai dit, waouh, ok. Donc, le problème au niveau des égos de tous ceux qu'on a élus là, ou bien choisis. Et bon, on en fait les frais. Je vous remercie. Et s'il y a des gens qui ont des questions, je suis disponible. Merci. Ok, merci beaucoup. Peut-être pour une précision, quand je parlais plutôt dans le live, du fait que Talon aurait dû consulter le Parlement. Je parlais surtout d'engager le Bénin dans un conflit militaire par rapport au Niger. Je ne parle pas seulement de la décision de fermeture de frontières. Encore que, de mon point de vue personnel, pour les décisions, même si on ne peut pas envisager tous les cas dans la Constitution. Donc, quand on veut prendre des décisions importantes qui impactent la nation, il serait toujours intéressant d'aller quand même vers tout au moins l'Assemblée. Encore que au Bénin, on n'a pas d'Assemblée aujourd'hui, mais il serait quand même important d'aller vers l'Assemblée pour pouvoir prendre l'avis des représentants du peuple. Et le jour où on va restaurer vraiment une véritable Assemblée au Bénin. Monsieur, je ne sais pas si il y a d'autres amis qui ont des motions pour Monsieur Faso. Non, je ne vois pas de motion. Oui, okay. J'ai une motion. Oui, déjà, vas-y. Oui, je voulais juste dire au monsieur par rapport à la communication, ce qui est reproché au gouvernement, ce n'est pas que le fait de mettre un drapeau en berne. Moi, je vais dire pour moi, encore une fois, je le dis pour moi, ça, je pense que je ne suis pas la seule dans le cas, mais c'est juste le fait de ne pas informer les gens. À un moment donné, on est arrivé à un moment où les gens apprennent qu'il y a des attaques au Bénin sur Internet. Genre, des fois, même ce sont ceux qui ont attaqué qui vont poster des vidéos pour que les gens sachent sur le territoire béninois qu'il y a eu attaque terreau. C'est ça, en fait, qui est reproché au gouvernement sur le plan de la communication. Et aussi, normalement, c'est quelque chose, c'est un truc qui doit être un deuil national. Mais on ne sent pas le deuil national. Le fait de mettre un drapeau en berne, franchement, c'est pas la mer à boire. C'est même pas de dire de mettre tous les drapeaux en berne. On peut mettre juste, je sais pas, le siège du chef d'état-major. Je sais pas, j'ai un écho. Je sais pas si c'est chez moi. Allô? Non, c'était le micro de Faso. Je l'ai fermé. Tu peux continuer. Ok. Oui, je disais, peut-être au siège du chef d'état-major, on peut mettre le drapeau en berne là. C'est juste symbolique pour dire, ça pourrait renvoyer le message de dire que, on sait qu'on est dans une situation critique, on sait qu'il y a des enfants du pays qui tombent, et voilà, on va mettre ce drapeau-là en berne. Tant que la situation n'est pas réglée, le drapeau ne va pas, on va pas enlever le drapeau du fait que ce soit en berne là. C'est juste symbolique, le message que ça renvoie aussi à la population. Là où la communication aussi est très importante, c'est justement ça, c'est qu'il faut que la population puisse faire confiance des yeux fermés au gouvernement dans une situation aussi critique. La dernière fois, il y avait eu une attaque là et ils ont commencé à tirer sur le nombre de victimes qu'il y a eu. Ils ont fait une émission, je crois que ça s'appelait Bonjour Bénin Matin ou quelque chose comme ça. Et il y avait le porte-parole de l'armée qui était venu. C'était une semaine après l'attaque. Il n'était pas capable de donner, même pas approximativement, le nombre de victimes. Il a juste dit, le nombre que vous avez entendu là, je crois que c'était près de 70, quelque chose comme ça, ou plus.
Il a dit ce nombre-là, c'est faux. Mais je ne peux pas donner de noms maintenant parce qu'on n'a pas encore fini de compter les gens et je ne veux pas donner un nom qui s'avérait incorrect. C'est ça, en fait, qu'on reproche au niveau de la communication. En tout cas, moi, personnellement, c'est ce que je reproche. Donc, c'est pas juste une question de mettre le drapeau en berne. C'est vraiment la manière dont la communication, elle est faite. Et le fait que la population, aujourd'hui, ne peut pas totalement se fier à ce qui vient du gouvernement sur cette question-là. Alors que c'est quand même critique vu la situation de crise dans laquelle on est. Voilà. Merci. Oui, bien Africa, vous permettez, je vais placer juste un petit mot. Tout à l'heure, on veut parler aussi. Oh, désolé. Ok, d'accord. Non, allez-y. Vous pouvez répondre, Monsieur Faso. Après, on va passer la parole. Oui. D'accord, ok. En fait, moi, ce que je disais tout à l'heure, je préfère qu'on conceptualise les choses pour mieux les comprendre. J'ai dit que la forme de communication que fait le Bénin dans ce domaine-là, ce n'est pas la meilleure option, mais c'est le choix idéologique que fait le gouvernement du Bénin. Et j'ai donné un exemple. J'ai dit quand vous prenez même le Mali, le Burkina, le Niger, à un moment donné, au rythme des attaques et des situations, ils ne mettaient même plus. Il n'y avait même plus de communiqué pour dire on a perdu tel nombre de soldats. C'est quand, et c'est là où je veux faire une comparaison. Vous savez, quand on est en guerre, je vais vous dire une chose, quand on est en guerre, la communication est importante. Quel est le plaisir qu'un gouvernement peut prendre? Je comprends qu'il y a eu des morts de Béninois. Il faut informer leur famille, il faut restituer les corps, il faut célébrer, il faut faire le deuil. Je suis totalement d'accord. Mais au même moment, je dis, moi je n'ai pas entendu l'Ukraine annoncer ses morts tous les jours. Je n'ai pas entendu. Parce que quand on paie la guerre, quand on paie une bataille, c'est pas facile pour les militaires de venir s'afficher pour dire on a perdu 50. Qui parmi nous ici a pensé aux rescapés? Quel est le soutien qu'on leur apporte à l'armée en elle-même? Parce que ce sont nos frères, nos grands frères, nos petits frères, nos cousins, nos tantes, nos oncles. Parce que ce n'est pas facile, même pour quelqu'un, un soldat qui est resté à Cotonou, qui n'est pas allé au front, de savoir que l'un de ses promotionnaires vient de disparaître. Ce n'est pas facile. Moi, je dis, même les autres pays de l'AES, c'est au bout de 10 ans, 12 ans qu'ils ont eu l'expérience de savoir comment communiquer. C'est là-bas, c'est à force de combattre, c'est à force d'affronter sur tous les fronts, communicationnels, militaires, économiques, tout, qu'ils ont su comment maintenant, et vous voyez, la communication que vous voyez dans l'AES, je vous dis, remontons 10 ans en arrière, c'était nul, c'était catastrophique. Ça s'apprend, ça s'adapte, ce n'est pas facile. Et moi, je pense qu'il faut qu'on pense aux survivants. Franchement, c'est bien de dire, on n'a pas mis le drapeau en berne. Ça, je l'ai dit tout à l'heure, c'est une erreur. Mais c'est pas la première fois. On l'a toujours dit dès les premières attaques. Bien Africa l'a dit plusieurs fois ici. Pourquoi on ne met pas le drapeau en berne? Moi, j'ai fini par comprendre que c'est un choix du gouvernement. Et nous qui ne sommes pas d'accord, faisons tout pour élire un nouveau président avec une nouvelle idéologie. Et ça va peut-être changer. Mais pour l'instant, qu'on le veuille ou pas, c'est eux qui sont là. Bon, désolé de vous le dire terre à terre comme ça, je n'ai pas attrapé la cravate de Talon pour dire, bon, pourquoi tu n'as pas fait le communiqué? Pourquoi tu n'as pas... Non, c'est le choix qu'ils ont fait, c'est dommage. Mais je vous dis, il n'y a pas une école dans laquelle on apprend à lutter contre le terror. Hein. Je vous assure, allez demander aux Maliens. C'est près de 10 ans plus tard. Les Assimi Goïta, c'est parce qu'ils ont été sur le terrain, ils ont combattu, ils ont compris. Et quand ils ont pris le pouvoir, ils ont maintenant choisi le chemin le plus difficile, mais c'est l'unique chemin de la victoire. Il n'y a pas un autre chemin. Il n'y a pas, moi je vous dis, soit, oui, aujourd'hui on est avec la France, on a quelques attaques chaque 3 mois, ou bien chaque 2 mois. Bon, c'est nous qui sommes à Cotonou, on est contents, bon, ok, c'est au nord, mais je vous assure, faisons attention, soyons unis, mobilisons-nous au-delà de nos divergences politiques, que les élus locaux, les leaders communautaires, les leaders religieux, franchement, mobilisons-nous pour pousser dehors cette stratégie internationale qui s'installe dans notre région. Merci.
Ok, merci beaucoup. Je vais vérifier avec les nouveaux venus qui n'ont pas pris la parole d'abord avant de revenir à ceux qui étaient avant sur le panel. Monsieur, c'est Ragamba ou bien Ragambe? Ragambe. 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 Ok. Non, attends. Le code y ouais. Ah oui, bon, moi je suis monté. Je vous écoutais depuis. Moi, je n'arrive pas à dormir. J'ai mon écouteur dans mes oreilles, mais il est arrivé un moment donné que le débat est très intéressant, que je voulais monter. Je voulais seulement rectifier certaines choses et puis donner mon point de vue. D'abord, pour ma petite sœur déjà, et je voulais dire, et puisqu'elle avait demandé qu'il y avait 3 présidents qui étaient chauds pour la guerre, pour intervenir au Niger. Ben, elle avait oublié l'autre, c'était Ambalo du Guinée-Bissau. Il y a Ambalo du Guinée-Bissau, il y a le président, mon président Talon, il y a Alassane Dramane Ouattara, et puis il y a Tinou. Ce sont les 4 là qui étaient chauds. Ben, les plus chauds là, c'est les 2, c'est Talon et puis Ouattara. Bon. Et monsieur Faso, et vous avez dit tout à l'heure qu'il fallait mettre le drapeau en berne. Le pays, les 3 pays là sont en guerre. Un pays qui est en guerre, on peut pas mettre le drapeau en berne. C'est impossible. C'était pas quelque chose qui vient temporairement. Et puis ils sont tout en guerre. Donc le drapeau ne peut pas être en berne. Et puis ce que je voudrais vous dire que vous avez dit quelque chose tout à l'heure que entre nous, tout ce que vous disiez, j'étais d'accord avec vous, mais sauf que vous avez parlé du Togo, que entre Togo, le Bénin, le Togo peut battre le Bénin ou bien quoi que ce soit. C'est pas bon à dire parce que le Togo, le Bénin, nous sommes des mêmes pères, mêmes mères. Et puis, ce qui se passe ne concerne pas Togo, ne concerne pas. Israël est plus petit, mais il bat toutes les, au Moyen-Orient, là-bas, c'est lui le chef. Donc, on ne faut pas sous-estimer la taille d'un pays. Bon, à part ça, ce que moi je voulais dire, c'est la communication. Vous avez tout dit déjà. Mais le problème qui est vraiment le problème, c'est que quand la CEDEAO a décidé, et puis le président Talon a fermé la frontière, il y avait eu trop de dégâts au Niger. Il y avait eu trop de dégâts au Niger. Il y avait eu trop de morts. C'est plus que la guerre même. Il y avait eu trop de morts. Et Dark Light, quand il y a eu Boni, et puis le président Soglo est parti chez Tiani les a fait asseoir. Et il a fait sortir un dossier. Le plan d'attaque, tout ce que les 2 présidents là, ce que je vous dis là, je suis pas en train de vous mentir. Hein. Vous pouvez demander à Soule de Paris. Il connaît ça. Ce que je vous dis, ce que Tiani a fait montrer aux 2 présidents, ils étaient étonnés. Ils pouvaient même pas plaider le sort du Bénin. C'est à cause de ça que vous n'avez rien attendu jusqu'à aujourd'hui. Ben, un jour, ce que je vous dis la nuit, le matin, là, vous allez attendre ça un jour. Je suis d'accord avec toi. D'accord avec toi. C'est pour ça qu'ils n'ont rien. Ce que Yahi Bouni et le président Soglo, ce que Tiani a fait sortir et a mis sur la table. Les gars, ils avaient baissé leur tête. Ils n'ont plus parlé de quoi que ce soit jusqu'à partir. Je vous assure. Donc, ça, c'est ce que je voulais vous dire concernant pourquoi les présidents sont partis au Niger. C'est parce qu'il y a une plaie qu'on doit penser. Nous, le monsieur qui était là, le monsieur de l'église, la Somme 23, il parlait que fort lui, il a pensé à sa population. Les Français disent toujours qu'ils n'ont pas d'amis, ils n'ont pas d'amis. Ils ont que les intérêts. Et Togo n'a rien. Et Bénin n'a rien. On n'a pas, il y a trop de chômeurs au Togo, il y a trop de chômeurs au Bénin. Ils n'ont pas créé une entreprise où les Togolais, les Béninois travaillent. La seule chose, tous mes frères qui étaient au Bénin avant, c'est de transiter au port. La seule chose qui faisait briller les Béninois, les jeunes Béninois, qui sont aujourd'hui dans les prisons, qui faisaient les choses, qui sont en train de faire les arnaqueurs, là, c'était le port. Quand le truc est fermé, vous savez combien sont les bonnes dames qui vendaient au bord de la route, de Cotonou jusqu'au Niger, sur la route, tout ça. Vous savez combien de Béninois sont morts dans ça? Vous savez combien le Bénin a plus de semi-remorques de titan que le Togo? Aujourd'hui, c'est ouf.
le Togo a pensé à sa population, le Togo a pensé à son intérêt, mais à ce moment, peut-être le président Talon n'avait pas, l'entourage n'avait pas de bons conseillers pour lui dire non, monsieur le président, ce que tu es en train de faire là, c'est pas bon, c'est pour tuer. C'est ça qui cause le problème. Nous sommes en train de voir le problème en face. Moi, je suis pas contre le Bénin, je suis pas contre le Togo, parce que c'est notre beau pays. J'aime pas qu'on critique les deux pays là à côté de moi. Mais quand il y a la réalité, il faut le parler. Il faut pas venir parce que moi, je suis pas un tchatchien. Je sais pas comment parler sur le panel, mais le peu que j'y connais, c'est ça que je dis. Le Togo a pensé à sa population, a pensé un peu. Et imaginez-vous que si le Togo était dedans et puis on a fermé le port. Aujourd'hui, qu'est-ce que le Togo est devenu? Et voyez même la différence entre le Togo et le Bénin. Moi, quand je vois le Bénin aujourd'hui, je suis content. Quand je vois, si même le Togo n'est pas bien, si le Bénin avance que le Togo, les deux pays là m'appartiennent. Donc, ce que nous allons faire, il faut maintenant faire des panels pour provoquer les autorités, pour qu'ils nous disent la vérité. Ce qui se passe, si c'est nous-mêmes, la population, qui doivent faire une marche pour demander pardon au Niger pour qu'il ouvre les frontières, on va le faire. Nous, on n'est contre personne. On ne va pas seulement laisser cette affaire seulement aux politiciens qui sont en train de nous cacher des choses. Il y a trop de codes. Les gens sont morts. Même s'ils faisaient la guerre, là, c'est plus vieux. Il y avait des gens qui étaient à l'hôpital qui devaient prendre des médicaments. Ceux qui sont en train de faire les dialyses, les gens sont morts au Niger. Allez vous demander. Donc, moi, je ne vais pas beaucoup parler. Vous avez tout dit. Nous sommes tous des frères, mais seulement, on va pas, ma grand zette, on le sait, aidez-vous. Donc, on ne monte pas la main gauche à la maison de son père. C'est assis, donc, nous n'avons pas, notre président n'a pas bien fait. Mais seulement il faut que, quand on vient sur le panel, qu'on plaide bien. Faut pas qu'on soit, et puis, déjà, je vais te dire quelque chose, les bases militaires, là, il y en a au Bénin, faut pas que quelqu'un te monte. Et il y en a au Bénin, si tu veux, je vais t'écrire, je vais t'envoyer c'est au nord. Et quand vous dites que non, Tiani a fermé les frontières, dans n'importe quel pays, avant que, la France, ton ennemi est à côté de toi. La France est l'ennemi de Niger. C'est la France qui veut faire du mal au Niger. Et puis, ils sont au Bénin, à la porte, à la frontière, pour faire les essais. Mais, qu'est-ce qui amène à la guerre? Quand ton ennemi est à côté, à ta frontière, tu as peur qu'il rentre, qu'il t'envahisse. Donc, tu as le droit de fermer. Il a peur seulement. Parce que tant que les Français sont là-bas au nord, Tchad ne peut pas ouvrir. Parce que c'est pendant les exercices militaires là qu'ils envahissent le pays. Et regardez le cas de l'Ukraine. Partout. Pourquoi les Européens ont peur quand un pays ennemi s'approche de leur frontière pour faire les exercices militaires? Ou bien ils sentent seulement que la présence d'un ennemi à la frontière. C'est ça. Faut pas qu'on condamne toujours le Niger. Le Niger a peur. Le Niger a peur. Donc, moi, je sais pas, je parle pas beaucoup. C'est ce que j'ai à dire. J'ai seulement rectifié certaines choses. Mais si j'ai blessé quelqu'un, excusez-moi beaucoup. Bon, nous sommes quand même nous pouvons seulement apprendre. J'ai retiré certaines choses. Merci beaucoup. J'aimerais compléter un petit truc par rapport à ce que le monsieur vient de dire là. Vous savez, si vous allez en arrière pour aller aux réunions, au compte rendu des réunions de la CEDEAO qui ont précédé la déclaration de guerre au Niger, vous allez remarquer que le président togolais, quand il y avait les réunions importantes là, il ne se présentait jamais à ces réunions-là. Il ne signait pas lui-même les comptes rendus de réunions de CEDEAO. Le président togolais, si vous regardez les comptes rendus des présidents de la CEDEAO, les comptes rendus, les réunions importantes là, il n'allait jamais à ces réunions-là. Vous pouvez prendre les réunions, les comptes des réunions, il n'allait jamais à ces réunions-là. Il a été malin, le président togolais, il a été malin et a joué finement. C'est pour ça que les pays de l'AES lui ont fait confiance. Mais Dark Light, il n'était pas seul. Il a aussi, Georges Weah aussi a refusé. Hein. Il a dit non. De l'autre côté, nous, en fait, on était là. On se présentait. Et par rapport à la stratégie de communication, que le gouvernement béninois joue actuellement, en fait, c'est la stratégie de communication que le gouvernement malien, le gouvernement burkinabé, utilisait en 2010. Ça les a été imposé. Ce n'est pas eux qui ont choisi ça. Arrêtons de nous mentir. On les a imposé ça. Faut pas faire de bruit. Faut pas que la population s'éveille.
Parce que si les gens continuent de voir les morts sortir, on amène les jeunes de 20 ans mourir, amener tout le temps, en fait. Les gens ne commencent pas à se poser la question. C'est un travail de communication qui les a été imposé. Ne faisons pas de bruit. Parce que si on fait de bruit, en fait, leur stratégie de déstabilisation ne va pas marcher. C'est la vérité. Et les présidents Yahi Boni et Soglo, quand ils sont allés là-bas, ils ont été en face de la vérité. Et tant qu'ils étaient en face de la vérité, en fait, ils avaient honte, ils ne pouvaient pas parler. C'est ça qu'ils ont rentré au Bénin, ils n'ont rien dit. C'est la vérité. Disons-nous la vérité. Disons-nous la vérité. On est entre Béninois, on est entre frères. On doit se dire la vérité. Les Nigériens, en fait, là, il y a des Nigériens qui sont béninois. Il n'y a pas de Béninois qui ont posé des Nigériens. On a toujours vécu en communauté ensemble. Il n'y a jamais eu de problème entre nous. Pourquoi aujourd'hui, en fait, les Nigériens sont devenus nos ennemis? Et il y a des Béninois, en fait, qui vont sur les panels pour dire que c'est des gens qui font des coups d'État. Charles de Gaulle n'a pas fait un coup d'État, lui. Il y a plein de présidents qui ont fait des coups d'État et qui ont élevé leur pays, non? Donc, comme les gens ont fait des coups d'État, seulement là, c'est fini. On ne doit pas les écouter. La démocratie que nous passons, que nous disons que nous sommes des démocrates, là, c'est ça que nous appliquons, là. Donc, nous, on est des démocrates, nous, on est bien. Les autres font écouter, c'est des gens méchants. Il faut qu'on arrête. Ok, je pense que M. Faso a une petite motion. Oui. Ce que je voulais compléter, je vais partager rapidement avec vous pourquoi le Bénin s'est rallié rapidement sur la position du Nigeria. Il faut parfois remettre les choses dans leur contexte. Vous voyez, quand le président Talon a pris le pouvoir, il a géré principalement 2 crises avec le Nigeria. 2 périodes de grande fermeture des frontières. Donc, ça a été, je crois que le président Talon a passé près de 2 ans à négocier la réouverture des frontières avec le Nigeria. Alors, après 2 ans d'efforts diplomatiques, toutes les frontières venaient d'être ouvertes, la collaboration avec le Nigeria venait de reprendre, il y avait cette vivacité. Et c'est dans cette ambiance d'euphorie de faire, bon, ça c'est moi mon analyse, c'est dans cette euphorie-là que le Bénin a dit, ah oui, nous soutenons la position du Nigeria, les frontières du Niger seront fermées. En soutenant la CEDEAO, bien sûr, tout ça là. Tout ça, c'est de la géopolitique à l'intérieur de la CEDEAO parce que il faut pas oublier que le Bénin est sorti très affaibli de la crise politique de 2019 où la CEDEAO était venue, a voulu faire la médiation, ça n'a pas marché. Mais il faut reconnaître que le Bénin est sorti très affaibli de cette situation-là. Il y a eu la fermeture des frontières que le Nigeria avait opéré. Donc, tout ça là était derrière le président. Donc, mettez-vous à la place du chef de l'État qui sortait d'une grande crise avec le Nigeria. Ça n'a pas été facile. Ça a été très douloureux. Mais dans cette euphorie, la CEDEAO venait de prendre cette décision-là. Bon, moi j'ai mis ça sous le coup de l'inexpérience. Parce que, et je suis très content que vous ayez évoqué le cas du Togo. Mais le Togo a l'expérience de la géopolitique de la région. Fort au pouvoir, c'est d'ailleurs le plus ancien au pouvoir dans la sous-région. Fort est resté dans les arcanes du pouvoir. Il sait comment ça fonctionne. Donc, moi, je pense que désormais, dans le choix de nos politiciens, on doit aussi penser à l'expérience du pouvoir. Je pense que le Bénin, dans cette situation, a manqué d'avoir un coaching qui lui aurait permis de tirer son épingle du jeu. Le Bénin a voulu choisir le côté du Nigeria et de la Côte d'Ivoire pour des raisons de politique interne au Bénin. Mais malheureusement, vous savez, en diplomatie, c'est ça, hein, ça marche ou ça ne marche pas. Quand ça ne marche pas, tout le monde vous tombe dessus, on vous accuse de tous les maux, vous êtes responsable de tout. Je ne dis pas que la position que le Bénin a prise était la meilleure position. Mais je suis en train juste de dire, si on remet ça dans le contexte, le Bénin venait de sortir d'une grande crise avec le Nigeria, parce qu'il faut le reconnaître, le Nigeria détient une bonne partie, excusez-moi le mot, de nos testicules au Bénin, sur le plan économique. Il ne faut pas l'oublier. Donc,
le président Talon, sorti de cette crise-là, plus ou moins humiliante, c'est-à-dire le Nigeria n'a pas brisé les chaînes. Il y a eu des négociations, les frontières ont été réouvertes, les discussions étaient au beau fixe, le président Talon venait d'aller au Nigeria 2 ou 3 fois. Bon, il a voulu être le bon élève de la CEDEAO. Bon, ok, c'est une erreur, mais maintenant, quand on a fini de citer les erreurs, parce que c'est là où moi j'ai dit, ok, tous les jours, sur tous les panels, on cite les erreurs, d'accord. Mais quand on a fini de citer ça, ce sont des citoyens africains, nigériens, burkinabés, maliens, béninois qui tombent. Un espace occupé par les terreaux, c'est moins d'écoles, c'est absence de centre de santé, c'est absence de tout. Est-ce qu'on va croiser les bras? Les amis, sincèrement, est-ce qu'on va croiser les bras au-delà de nos divergences politiques? Moi, c'est la question que je pose à tout le monde. Ceux qui disent que Tiani a raison, d'accord. Mais aucun enfant, la fille de Tiani est à Londres, tout peinard, bien sûr, mais pas là où elle est là. Hein? Mais ce sont nos frères et sœurs qui tombent tous les jours. Ceux qui tombent là, ils ne roulent pas des carrosses. Non? Moi, j'ai été dans des localités au Mali. Moi, quand on accuse la France et l'OTAN, je dis d'accord. Mais je vais vous donner un exemple. Moi, j'ai découvert le Mali pour la première fois en 2009. En 2010, moi, j'ai été dans des localités au Mali qui n'ont jamais vu l'eau potable. C'est-à-dire ce qu'on appelle un robinet. C'est-à-dire vous rencontrez quelqu'un qui a 80 ans et qui n'a jamais vu ce qu'on appelle un robinet. Vous voyez des gens, 80 ans, 70 ans, qui n'ont jamais vu un centre de santé. Depuis 1960. Ils sont nés avant 60. C'est la faute à qui? Est-ce que c'est toujours la faute à la France? Posons-nous les vraies questions. Moi, j'ai écrit un article qui a été publié par une revue sénégalaise en géopolitique où j'ai dit les terreaux, excusez-moi d'utiliser le mot le terrorisme, c'est la vengeance des pauvres sur l'oligarchie intellectuelle qui occupe les capitales africaines. Parce que quand quelqu'un vient vous voir, vous n'avez pas de perspective. Quand vous prenez un jeune béninois aujourd'hui, ok, il va à l'école, il commence l'école. Quelles sont les perspectives? Où sont les perspectives que nous, nos dirigeants, offrent à la jeunesse? À côté de ça, les autres, moi je dis ceux qui accusent la France, je leur dis, mais écoutez, c'est comme accuser le lion de manger la viande. Les autres sont des prédateurs. C'est à nous, il revient à la brebis de prendre ses précautions avant d'aller boire l'eau au marigot. Sinon, le lion va la bouffer. Les relations intellectuelles, ce n'est pas un jeu d'amour. On nous a atrophié, excusez-moi le mot, nos cerveaux avec la religion, que ce soit l'islam ou comment on appelle les trucs de Jésus là. Et on pense que oui, Dieu va faire. Dieu ne va rien faire. Dieu ne va rien faire. Ceux qui viennent donner 500 €, vous imaginez, quelqu'un qui n'a jamais vu 5 000 francs dans sa vie, à 30 ans, on lui remet 500 € par mois. Avec une Kalachnikov, on lui dit d'aller combattre. On lui dit que s'il n'a pas l'eau dans son village, s'il n'a pas un centre de santé, s'il n'a pas école, s'il n'a rien, c'est parce que des gens sont dans la capitale en train de bouffer son argent. Vous pensez qu'il ne veut pas prendre l'âme? Il va prendre l'âme. C'est nous-mêmes, ce sont nos dirigeants qui ont fabriqué le terreau, qui a fait pousser les terreaux. Et nous sommes là, nous discutons à longueur de journée. Moi, j'ai dit, mais qui parmi nous aujourd'hui, moi j'ai dit sur un forum, il y a de cela 4 ans, j'ai dit, si quelqu'un écrit un mot, une phrase, la personne va payer 10 francs. On va mettre ça dans une caisse pendant 1 an. Et l'argent là, ça va servir à monter des cellules locales d'éveil patriotique. Pour qu'on commence par expliquer à nos jeunes, à nos enfants, dans les coins et recoins, comment ça fonctionne dans le monde.
Dieu ne descendra pas pour régler nos problèmes. Aucun Dieu. Il faut qu'on arrive à commencer. Mais si nous n'éduquons pas la jeune génération, dans 10 ans, dans 20 ans, ils viendront encore. On sera à l'écoute parce qu'on sera plus vieux. On va écouter les plus jeunes répéter les mêmes récriminations. Ah, nos aînés ont échoué, et la liberté d'expression, il n'y en a pas, il n'y a pas le développement, il y a le chômage, il y a ceci. Mais vous imaginez, quand vous prenez les pays comme la France, le Canada, les États-Unis, quand le taux de chômage monte, les jeunes sont dans la rue. Ils veulent comprendre. Qu'est-ce que vous voulez faire? Mais ici, personne ne cherche à comprendre même ce que les dirigeants font dans nos pays. Moi, je ne parle pas seulement du Bénin. Et parce que si on est là à focuser sur le Bénin, non, c'est les mêmes problèmes que le jeune rencontre au Bénin, au Togo, au Mali, au Sénégal. C'est les mêmes problèmes. Il n'y a pas de perspective. La structuration de l'économie, du système économique ne permet pas une perspective pour les jeunes. Je vous remercie. Ok, merci beaucoup. Donc, les amis, on a fait le tour de la question. Je vais voir si sur le panel, il y a encore de petites motions et puis après, on va mettre fin au live. Donc, juste pour rappeler, les lives ici, maintenant, je fais ça en semaine, c'est vraiment tard, 22 heures de Cotonou, mercredi et vendredi. Mais le dimanche, je fais quand même à 19 heures de Cotonou, donc beaucoup plus tôt. Donc, vous pouvez vous abonner si vous n'êtes pas abonné ici. Et puis, je mets souvent les extraits du live sur ma chaîne YouTube, Biafrica Web TV. Et vous pouvez retrouver le lien dans la bio TikTok. Donc, j'ai fait une interview avec Monsieur Martin Rodriguez et je l'ai partagé. C'est sur ma chaîne YouTube. J'ai mis des extraits ici sur TikTok. Vous pouvez regarder les extraits et puis après, si ça vous intéresse, allez voir ça sur ma chaîne YouTube. Au fait, c'était beaucoup plus par rapport au décryptage de la dernière sortie de Patrice Talon. Donc, c'était sur ça. Donc, si vous n'avez pas encore regardé, vous pouvez prendre le temps de regarder. Donc, on va continuer par suivre l'actualité entre les deux pays. Et puis, je pense qu'on a entendu des choses intéressantes ce soir par rapport à la situation, qu'on veuille ou pas. Si ces gens-là sont embarqués facilement pour pouvoir terroriser nos compatriotes un peu partout, aussi bien, je parle de compatriotes africains, aussi bien au Niger, au Bénin ou bien au Burkina, c'est la précarité ou la pauvreté qui crée aussi ce terreau fertile là qui fait que on peut les emballer avec si peu de choses. Avant tout, c'est des citoyens de nos pays, de nos différents pays là qui sèment cette terreur là. Et puis j'avais entendu quand même une chose intéressante aussi, quelqu'un qui est passé rapidement quand il parlait de la situation, parce que à aucun moment on n'a pas pris le temps, bien sûr, d'évaluer les dégâts des sanctions de la CEDEAO sur le Niger. Et personne n'en parle. Donc on a dit à un moment donné, ok, on s'est trompé, plus ou moins, on a dit ça au bout des lèvres. On s'est trompé. Ok, nous on a ouvert nos frontières maintenant et c'est à votre tour d'ouvrir, sans que en réalité on n'est pas allé voir ces messieurs-là, on n'est pas allé les voir pour leur dire, ok, les sanctions, voilà les conséquences. Il y a eu, les gens ont cité 3000 ou bien 3000 morts à cause des sanctions contre le Niger. Les gens ont cité les conséquences économiques, personne n'a évalué tout ça. Et puis, on veut aller de l'avant. Peut-être il faut prendre le temps nécessaire de repartir sur ces bases-là pour pouvoir faire fléchir un peu la position des Nigériens par rapport à la fermeture des frontières. Et comme quelqu'un l'a dit, et puis je l'ai retoqué quand même, il a dit qu'il ne voit pas, qu'il n'y a aucun impact, la fermeture des frontières n'a aucun impact sur le Bénin, c'est méconnaître vraiment la réalité entre nos différents pays. Donc ça, je l'avais dit plus tôt aussi lors du live. Ok, je vais vérifier rapidement, en une minute, s'il y a de petites motions. Monsieur Tim, est-ce que vous êtes encore là? Oui, je suis là. Ok, si vous voulez, rapidement, en une ou 2 minutes, un petit mot, on va vers la fin. Moi, j'ai entendu beaucoup de choses ici. Moi, je crois que la solution, c'est dans la main des chefs traditionnels, comme quelqu'un l'a dit ici. Je crois que les chefs traditionnels des deux côtés, ils doivent s'impliquer dans la résolution de cette crise-là. Sinon, M. Tiani,
il est dans son rôle. Il est dans son rôle parce que lui, il a un adversaire, l'AES, je vais dire, l'AES au complet même. Ils ont un adversaire à battre, c'est la France. Et puis, eux aussi, ils ont les partenariats avec la Russie. Donc, faut pas que on s'accuse mutuellement pour dire non, c'est la France, c'est ceci, c'est cela. Je crois il faudrait mieux que les chefs religieux, ils s'investissent dans cette crise-là pour trouver une solution. Je crois que c'est ce que moi j'ai à dire pour ça. Ok, bonne nuit à tous. Je vais m'en arrêter là. Ok, merci beaucoup, monsieur Tim. Blackgate, est-ce que vous êtes encore là? Monsieur Blackgate, est-ce que vous êtes toujours là? Ok, s'il n'est pas là, monsieur Atios, vous pouvez prendre la parole pour 1 minute pour votre conclusion. Ok, monsieur Atios, ok, peut-être. Ok, il est là. Ok. Je remercie tous les panélistes et vous-même pour le travail que vous abattez. Vous voyez. Donc, on a déjà tiré les conclusions, les conséquences, et les uns et les autres savent déjà à quel sein se vouer. Vous voyez. Donc, le reste, prions et nous souhaitons le meilleur pour les deux pays, pour les deux peuples. Le mal est déjà fait, l'irréparable est fait. Maintenant, c'est comment faire pour trouver une solution adéquate pour ce problème. Voilà, la voie diplomatique a échoué. Je m'en vais renchérir un peu ceux qui prônent, ceux qui disent d'aller vers les dignitaires. Donc, que les dignitaires, les chefs traditionnels se voient, se communiquent pour voir la mesure du possible, ne serait-ce que la seule voie restante pour que nous pouvons espérer quelque chose de pied ferme. Merci beaucoup, Biafrica. Merci tout le monde. Merci aux auditeurs. Je vous remercie. Ok, merci beaucoup. Dark Light, vous pouvez prendre la parole maintenant pour votre conclusion. Merci beaucoup. Moi, je n'ai pas l'habitude d'intervenir. C'est parce que j'avais vu les SOB 23, en fait, parce que je l'avais interpellé, en fait, par rapport à une vidéo qu'il avait fait par rapport à ce sujet. Et j'avais entendu une de ces trucs que je suis intervenu sur le live. Je n'ai pas l'habitude d'intervenir. J'écoute souvent. C'est la première fois que j'interviens. Merci pour le travail que vous abattez. Moi, je voudrais simplement mettre l'accent sur l'éducation. Nous devons faire un travail doit faire sur l'éducation, sur l'éveil de nos sociétés. Et chaque élément de nos sociétés doit jouer sa partition. Les journalistes doivent faire leur partition. Les chefs traditionnels doivent faire leur partition. Chacun de la classe politique doit jouer son rôle. Et aujourd'hui, j'ai l'impression qu'au Bénin, les gens ne jouent plus leur rôle. Il n'y a plus de journalistes, je ne sais pas. Il y a un problème en fait, où tout le monde va dans le même sens. Dès que les gens vont dans le sens contraire, c'est la critique. On n'est pas d'accord. Il faudrait que, en fait, chacun doive jouer sa partition. Et on a un problème que la jeunesse aujourd'hui, en fait, emprisonnée là, en fait, là. Le fait de mettre tout le temps les gens en prison, ça veut dire que les gens, ils ont peur de parler. La peur ne permet pas, en fait, d'avancer un pays. Quand les gens, ils ont peur, les gens ne parlent pas. Les gens se taisent. Cette situation qui est maintenue là, en fait, là, fait du mal à notre pays, fait du mal à notre jeunesse. Ce n'est que la jeunesse qui construit un pays. Et quand la jeunesse a peur, c'est pas bon. C'est pas bon pour notre pays. Voilà, moi, je vous remercie pour votre travail. Et puis, si j'ai l'occasion, de temps en temps, je viendrai intervenir chez vous. Merci beaucoup. Ok, merci beaucoup. Moi, même si c'est la première fois, en tout cas, votre contribution a été essentielle. Et tous ceux qui ont écouté le live peuvent dire la même chose. Donc, c'est
vous passez par ici un autre jour, n'hésitez pas à monter, peu importe le sujet. Ici, personne n'est vraiment spécialiste des questions qu'on aborde, mais par rapport à ce qu'on écoute et nos observations et puis notre sens de discernement personnel, on arrive à placer nos mots sans nécessairement être des experts ou bien des génies du sujet. Mais c'est en confrontant les idées, chacun vient placer son petit mot et puis on peut tirer les conclusions qu'il faut. Ok, donc on va laisser la vraie conclusion à la seule dame qui était sur le panel. Déjà, tu peux prendre la parole pour ton mot, pour conclure. Ok, merci. Vous m'avez mis la pression tout de coup. Bon, ce que je conclus, moi, c'est que, au moins sur le panel, on est tous tombés d'accord pour dire que dans la sous-région, on est des pays frères, on est des peuples frères, et que la solution, et surtout la solution à la crise terreau, c'est vraiment une coopération sous-régionale. Et donc, l'idéal, c'est que nos pays s'entendent, nos gouvernements s'entendent et puissent collaborer, et qu'il y ait une libre circulation des personnes. Donc, bon, je m'inscris avec ceux qui ont dit que peut-être passer par les dignitaires et les chefs traditionnels, puisque la solution diplomatique avec les ex-présidents, tout le processus diplomatique n'a pas fonctionné, en espérant que ça va fonctionner. Merci beaucoup, Monsieur Josué. Bonne soirée. Ok, merci beaucoup. Bonne soirée.